Pour faire la programmation dans le masque, étant donné qu'on n'a même pas encore fait les contrôles, tout à l'heure, on a vu comment, on a vu que pour afficher les arrondissements d'un département précis, vous avez vu le type de value set qu'on a créé. Mais il manque encore la programmation. Donc, on doit programmer ça de façon à ce que ce soit cohérent. Donc, c'est ce qu'on fait dans ce qu'on appelle le logic. Donc, le logic, c'est pour programmer les sauts, etc. Voilà. Donc, on va voir, on va vraiment, on va en fait faire une petite introduction à la programmation parce que c'est même une spécialité. C'est tellement profond. Comme M. Olinga le disait le matin, la programmation sur CFO, c'est vraiment très profond, surtout pour les questionnaires qui sont complexes. Donc, les différentes phases de la programmation. Donc, on a 4 phases dans la programmation. Donc, la première phase, c'est ce qu'on appelle le pré-proc. Le pré-proc, c'est très important. On l'utilise beaucoup, le pré-proc. Le pré-proc. Vous voyez la flèche. La flèche indique, supposons qu'on a une variable qui a 4 tailles. En fait, comment on avait dit ça? Une longueur 4. Par exemple, on avait les établissements là, sur 4 positions. Donc, le pré-proc permet de faire une programmation avant d'entrer dans le champ. C'est-à-dire que vous pouvez vérifier une condition avant d'entrer dans le champ de saisie. De façon à ce que quoi? Par exemple, quand on a les sauts, par exemple, quand on a les sauts, vous pouvez, par exemple, avant d'entrer dans le champ, vérifier si, en fait, la personne a choisi la condition de saut. Alors, s'il a choisi la condition de saut, le curseur n'entre plus dans ce champ, il passe au suivant. Donc, il saute la variable. Donc, c'est un peu ça le rôle du pré-proc. Il est très important. Ensuite, le on-focus. Vous voyez que le on-focus, c'est quand on est là dans le premier champ là. Ensuite, le kill-focus, c'est on est dans le dernier champ. Et enfin, le post-proc, on a quitté le champ. Donc, on n'est plus dans le champ de saisie. On a quitté. Mais on n'est pas encore au niveau de la variable suivante. Mais on est en train de sortir du champ. Donc, ce sont les explications là qui sont contenues ici là. Donc, maintenant, il y a un bouton, le bouton pour compiler. Donc, quand vous programmez, par exemple, voici un exemple pour les départements. Et tout à l'heure, comme je parlais là, comme je disais, donc, quand la région, c'est 1. Bon, je vais revenir sur les opérateurs logiques, le dollar, à quoi ça signifie. Parce que le dollar, quand vous êtes dans un champ, le dollar, en fait, ça fait référence à la variable dans laquelle vous êtes, dans le département. Donc, quand vous mettez le dollar là, ça fait référence au département. Donc, c'est pour ne plus saisir le département. En fait, on gagne en temps. Donc, le pré-proc ici, vous voyez que avant d'entrer dans le champ département, vous demandez si la région c'est 1, si on est dans la région du centre, vous lui demandez d'afficher uniquement les départements de la région du centre. Vous voyez un peu. Ensuite, si c'est plutôt, sinon, si c'est plutôt la région 2, vous lui demandez d'afficher uniquement les départements de la région 2. Ainsi de suite, après, NIF. Parce que quand on ouvre un IF, on finit par un NIF. Point virgule. Généralement, les commandes sur CSO se terminent par les points virgule. Bon, les versions actuelles, quand vous le mettez, quand vous l'oubliez, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc, quand vous rédigez une procédure sur un champ, sur une variable, il faut toujours exécuter. Et lorsque vous exécutez, il y a donc un message qui apparaît. C'est ce message-ci pour dire que la compilation est parfaite. Vous voyez un peu. Donc, en fait, et si votre compilation, c'est-à-dire que si votre code n'est pas bon, on va vous dire que le code n'est pas bon et il va vous indiquer à quel niveau, c'est-à-dire qu'il y a un petit point rouge qui sort pour dire qu'à partir d'ici, il y a un problème. Et il essaie un peu de vous expliquer, ici en bas, là où il y a le compile, de vous expliquer
ce qui pose problème. Donc, pour l'arrondissement, quand on passe au champ arrondissement, avant d'entrer dans le champ arrondissement avec préfort, donc on demande si le département c'est 11, il n'affiche que les arrondissements du département. Sinon, si le département c'est 12, il demande d'afficher uniquement les arrondissements de ce département. Ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, c'est la même chose lorsqu'on est, c'est-à-dire pour les établissements. Les établissements se trouvent dans l'arrondissement. Lorsqu'on parle de niveau géographique le plus fin, donc, vous dites, si l'arrondissement c'est 111, il n'affiche que les établissements de cet arrondissement, ainsi de suite. Donc, c'est cette programmation-là qu'on fait sur notre questionnaire pour améliorer la qualité des données. J'ai une question. Hein? Oui. Les codes là, ça se saisit ou bien c'est ce qu'on propose ça et on valide? C'est vous. Donc, c'est tout ce qui est. Donc, vous allez utiliser le langage de programmation dans CSS. C'est à partir de ça que vous programmez. Donc, vous pouvez chercher. Et il y a tellement de choses à apprendre là-dessus. C'est une spécialité même. Il y a des gens qui sont spécialisés que pour faire ce travail-là. Oui, parce que dans les INS, il y a souvent, je crois, je ne sais pas si c'est un département ou si c'est une division ou si c'est une cellule qui est chargée du traitement des données. Donc, c'est leur travail. Donc, c'est des gars qui sont spécialisés même dans la programmation, même dans ces logiciels. Parce que chez nous, actuellement, là, les INF continuent toujours d'utiliser CS4, hein, malgré le fait qu'il y a des logiciels qui sont spécialisés vraiment, qui ont été conçus pour la collecte mobile, comme ODK, Kobo Toolbox, Aquaflow, tout ça. Donc, on continue d'utiliser CS Pro, mais CS Pro a également son outil, le CS Web, mais qui n'est pas accessible à tout le monde pour le développement, parce qu'il faut avoir les compétences en informatique, notamment à Apache, MySQL et bien d'autres choses, le HTML même. Donc, c'est pourquoi, pour la récupération de données, généralement, on se limite à Dropbox pour la récupération des données. Donc, c'est-à-dire la programmation dans CS4, c'est vraiment pointu. C'est toute une école. C'est vraiment pointu. Bon, le problème, c'est que dans la réalité, nous, on ne fait pas les masques complexes. Vous voyez un peu? On ne fait pas les masques complexes. Donc, du coup, un gars n'a pas... En fait, c'est difficile de maîtriser la programmation de bout en bout quand vous ne faites pas ça au quotidien ou quand vous n'utilisez pas les masques de saisie ou les questionnaires qui sont complexes. Donc, on va passer à la prochaine programmation, c'est sur l'année de l'enquête. Bon, on a dit tout à l'heure que l'année de l'enquête, c'est 2015. Donc, nous disons également qu'avant d'entrer dans le champ, année de l'enquête, pré-proc, vous dites que l'année de l'enquête, c'est 2015, puisqu'on connaît déjà. Donc, vous dites $ égale 2015. Et ensuite, vous dites no input. Donc, ne pas saisir. Donc, le logiciel ne vous donne pas l'opportunité de saisir. Il va traverser. Vous comprenez un peu? Donc, pour les valeurs qu'on connaît déjà, donc, vous programmez ça ainsi. Donc, pré-proc, $ égale 2015, no input. No input. Donc, ne pas saisir. Bon. Ensuite, on a la variable B1, autre à préciser. Voilà. Donc, vous voyez qu'au départ, notre B1, on ne peut passer à B1 autre à préciser que lorsque la personne aura choisi B1 égale 12. Vous voyez? Donc, on programme également ça. On se place au niveau du préproc du programme, c'est-à-dire vous cliquez sur B1 autre à préciser. Bon, il va vous laisser le programme là. Vous allez remplir préproc d'abord avant d'entrer dans le champ. Si B1 est différent de 12, inférieur ou égal, supérieur ou égal, les deux symboles collés comme ça, veut dire différent dans CS4. Donc, si B1 est différent de 12,
skip tout. Donc, passer à B2. Vous voyez un peu? Donc, il saute B1 autre à préciser. Vous voyez? Parce qu'on ne doit saisir B1 autre à préciser que lorsque B1 est égal à 12. Donc, vous dites donc, avant d'entrer dans le champ, si B1 est différent de 12, alors il passe B2, il passe à B2. Donc, ça veut dire qu'il a sauté B1 autre à préciser. Donc, voilà un peu quelques éléments de la programmation des sauts. Donc, on passe voilà, à B3. À B3, voilà. B3, on a vu que si B2 est égal à 1, on passe à la question B4. C'est dans le questionnaire, on a précisé. On a dit que si B2 égale 2, on passe à autre à préciser. Mais ici, lorsque c'est 2, lorsque B2 est égal à 1, on passe à la question 4, on saute la question 3. Donc, aussi pour la question B3, autre à préciser, on voit donc que quoi? On ne remplit ce champ B autre à préciser que lorsque B3 est égal à 5. Donc, ce qu'on dit, c'est que quoi? Avant d'entrer dans le champ, si B3 est différent de 5, on passe à B4. Vous voyez? Voilà. Donc, prochain élément de la programmation. Donc, c'est sur B6 également. Donc, on a B6 autre à préciser. Donc, si le B6 est différent de 10, on passe à... On a mis N-level. Ça, c'est une commande nouvelle. Le N-level, c'est quoi? Le N-level, c'est pour arrêter la saisie. Dans notre cas, puisque notre questionnaire, c'est un questionnaire simple, on a un seul niveau, qui est le level. On a un seul niveau. Vous comprenez? S'il y avait une autre variable par la suite, on devait faire comme dans les cas précédents. Mais le N-level arrête la saisie du questionnaire. Je vais un peu étayer un peu ce que ça veut dire le level, pour que vous compreniez bien. Supposons qu'on est en train de faire les enquêtes classiques, l'enquête démographique de santé, réalisée par l'INS. Déjà, on sait que dans les enquêtes démographiques de santé, on passe par les ménages. Il y a des variables qui permettent d'identifier le ménage. Maintenant, dans le ménage, il y a les questionnaires qui s'adressent à la femme, les questionnaires qui s'adressent à l'enfant, les questionnaires qui s'adressent à l'homme. Alors, souvent, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que chaque questionnaire, bon, de façon simple, on dit que chaque questionnaire correspond à un niveau. Vous comprenez un peu? Parce que dans la hiérarchie, quand on identifie le ménage, on peut identifier les femmes qui sont dans les ménages, les hommes, les enfants de moins de 5 ans qui sont dans les ménages. Vous voyez un peu. Donc, ce qu'on fait, c'est donc quoi? On peut se dire quoi? S'il y a 4 questionnaires, en principe, on est censé avoir 4 niveaux. Mais les niveaux doivent être imbriqués. Parce que quoi? Si on a les données du ménage, ensuite on passe aux données de la femme, c'est-à-dire qu'on cherche la femme, les enfants en réalité sont liés à la femme. Vous voyez un peu, non? Donc ils sont imbriqués. Donc on a un questionnaire qui est ménage, un questionnaire femme et un questionnaire enfant. Donc ça fait 3 niveaux. CSPRO permet de faire 3 niveaux, 3 levels. Mais seulement qu'il faut être vraiment très fin dans la programmation pour que vous lancez un masque de saisie avec les niveaux d'enregistrement et ça s'exécute dans la cohérence. Donc, dans les EDS, comme on a souvent également à côté, on a un questionnaire homme. Souvent, ce qu'on fait, c'est que quoi? Comme CSPRO ne peut pas autoriser plus de 3 niveaux, donc on a un niveau qui est ménage, un niveau, un deuxième niveau, et on fait un deuxième niveau. Il n'y a pas de 3 niveaux. Généralement, ils font 2 niveaux.
ménage et un niveau femme, enfant et homme. Maintenant, le programmeur sait comment il programme la cohérence entre les différentes saisies. Donc, c'est ça la notion de level. Donc, nous, on arrête la saisie ici dans notre cas parce que on arrête. Parce qu'après cette question, il n'y a plus rien après. Donc, on arrête. Maintenant, si on était dans un tableau, par exemple, on a l'historique des naissances. On a dit, pour chaque femme, elle a listé tous les enfants qu'elle a avec certaines informations qu'on devait collecter. Maintenant, si on veut sauter, si on veut donc sauter ce genre de champ, ce qu'on dit, c'est qu'on arrête le groupe. On utilise N groupe. Donc, on est dans un champ qui est vraiment vaste et si vous voulez vraiment, c'est vraiment un domaine qui est vaste, la programmation dans CSO. Donc, voilà. Donc, on va passer à les opérateurs arithmétiques et les opérateurs relationnels. Donc, il y a plusieurs types d'opérateurs qu'on utilise dans CSO. Donc, on a l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Voilà. On a le pourcentage même des exposants avec les différents symboles. Les opérateurs relationnels, on a les différents opérateurs relationnels. Donc, également, on a les opérateurs logiques. Tout à l'heure, on a utilisé les différents. Donc, vous avez inférieur ou égal et supérieur ou égal collé. Égal, c'est les deux barres là. Vous avez les supérieurs ou égal. Dans le même champ, on utilise le in. On va utiliser le in tout à l'heure. Donc ensuite, on va utiliser le in dans la fonction getOperatorID. Donc c'est une fonction qui permet d'identifier les agents de saisie. Donc dans notre cas, on va programmer les agents de saisie. Donc ce n'est pas n'importe qui va pouvoir entrer dans notre masque pour faire la saisie. Donc pour ce faire, on déclare les variables. Et généralement, la déclaration des variables se fait dans le programme global. C'est ça ici, le proc global. Donc, comme l'agent, on va saisir le nom, c'est un type alphanumérique, donc c'est alpha. Donc, voilà. Donc, pour autoriser, donc, comment authentifier un agent de saisie? Donc, on part au niveau du formulaire, du level, donc programme santé jeune FF, au niveau du formulaire. Donc, on dit préproc, donc c'est-à-dire avant d'entrer dans le champ, c'est-à-dire avant d'avoir accès au formulaire, puisque ça c'est le formulaire, le FF là, on dit l'agent prend la valeur de getOperatorID, donc l'opérateur de saisie. Maintenant, on dit si l'agent n'est pas, donc ici c'est l'agent doit être dans agent 1, agent 2, agent 3 jusqu'à 10. Nous on avait 10 agents en tout. Si l'agent n'est pas ici dedans, on lui dit error message, c'est-à-dire qu'il affiche le message, vous n'êtes pas autorisé à accéder à ce questionnaire. Alors, comme il n'est pas autorisé, vous dites stop 1. Donc, et un if, donc le masque s'arrête. Maintenant, si il saisit, disons, le bon mot de passe, le message qu'on affiche à l'écran, c'est bienvenue dans le programme de saisie de l'enquête sur les connaissances et opinions des adolescents sur patati patata. Donc, à chaque fois que vous entrez dans le champ, vous allez d'abord voir le message là. Donc, voilà un peu. Voilà. Un autre élément, avant de faire la pause, ce sont les blocs, comme je disais au départ. Donc, au lieu que chaque variable s'affiche sur une page dans votre tablette, vous pouvez créer les blocs de questions, les blocs de variables. Par exemple, je choisis que le jour de l'enquête, le mois de l'enquête et l'année de l'enquête s'affichent sur la même page. Donc, vous cliquez sur les trois variables là et vous faites add bloc. Vous ajoutez un bloc. Ce qui fait que les trois variables qui vont s'afficher au moment de la saisie sur le téléphone, c'est une seule page. Donc, vous donnez le nom, le label du bloc ainsi que le nom informatique du bloc. Donc, quand vous avez créé le bloc, voici l'icône. Donc, voici l'icône du bloc. Il est là et il réunit tous les trois variables dans
dans ce bloc-là. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est ensuite la prochaine étape. On va passer d'abord à la pratique. On va concevoir notre masque et ensuite revenir, si on a le temps, ou alors demain, passer au mode capille. Donc, voilà, en quelque sorte, la présentation théorique sur la conception des masques de saisie. Donc, on va revenir tout à l'heure pour faire la pratique. Donc, ça, c'est mon masque. Avec nos différentes sessions, j'ai utilisé le masque où on génère automatiquement les variables qui sont basées sur le dictionnaire. Donc, ici, il y a plusieurs choses à savoir pour chaque formulaire. Ça, c'est le premier formulaire qui est sur les identifiants. Vous avez la région, vous avez le département, l'arrondissement, l'établissement et le numéro de l'enquêté. Alors, tout à l'heure, on disait que pour les départements, on affiche que les départements, par exemple, de la région du centre, lorsqu'on a saisi le centre avant, on affiche uniquement le département de la région de l'Adamawa qui est 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça l'objectif ici. Et ensuite, vous allez remarquer que dans notre questionnaire, il y a les variables, par exemple, quand j'arrive à B2, à B3, pardon. Alors, on me demande de saisir quelque chose dans B3, sinon à B2. On dit, croyez-vous que, ainsi de suite. S'il a dit non, c'est dans ce cas-là que moi, je passe à B3. S'il a dit oui, je saute. Je passe à B4. Pour que je saisisse B3 autre, il faudrait que j'ai choisi B3 autre ici, à B3. Donc, c'est des choses qu'il faut programmer pour que ce soit automatique, pour que notre saisie de données soit fluide. Donc, on va commencer par la section identifiant, par le département, comme je disais. La région n'a pas de problème, c'est codé de 1 à 4. Maintenant, pour le département, j'ai dit, par exemple, si on est dans l'Adamawa, on veut seulement afficher le département de l'Adamawa. Alors, pour activer la programmation sur CS, on se place sur le champ. Donc, ça, c'est le champ de saisie qui est là, que j'ai sélectionné. Alors, le bouton pour activer la programmation, c'est là, le logique. Donc, ça, c'est un langage informatique maintenant que nous allons utiliser. Donc, vous cliquez sur ce bouton-ci. Logique est là. Alors, quand je clique sur logique, ça me met propre département. Je vais à la ligne. Tout à l'heure, je vous ai parlé des phases de la programmation. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit tout à l'heure que le pré-propre, c'est avant d'entrer dans le champ. Donc, ça veut dire que quoi? Quand j'ai saisi la région, avant d'entrer dans le champ département, je dois d'abord interroger le résultat de la région. Quelle est la région qu'il a saisie avant? Ça, c'est le rôle du pré-propre. Donc, j'écris donc pré-propre. J'écris dans le pré-propre. Je dis avant d'entrer dans le champ. Si la région, le nom informatique, c'était région. Si la région, c'est 1, then, je vais lui dire set value set. Je lui demande d'afficher uniquement pour la variable département. Je vais cliquer sur $. Le dollar, c'est quoi? Vous allez comprendre quand vous allez programmer. Je vais vous donner les éléments complémentaires. Le dollar fait référence au département. Quand on est dans le champ d'une variable, je suis dans propre. En fait, ça veut dire procédure département. Je suis dans procédure département. Donc, à chaque fois que je dis $, ça fait appel à département. Donc, je dis quoi? Je peux toujours copier le département, je viens mettre ici. C'est la même chose.
C'est la même chose que d'écrire des mètres dollars. Je dis donc quoi? Quand la région, c'est 1, moi, je souhaite qu'il affiche uniquement les values 7, c'est-à-dire les départements qui correspondent à cette région-là. Maintenant, il faut avoir en tête, je vais aller dans le dictionnaire, il faut connaître les différents noms des values 7, les noms informatiques qu'on a donnés aux values 7. J'ai dit quand on faisait la configuration que département, j'ai dit que le premier département correspond à la région du centre. Département VS2 correspond à la Damawa. Département VS3 correspond à l'Est. Département VS4, c'est l'extrême nord. C'est ça qu'il faut avoir en idée. Et dans la partie logique, c'est-à-dire la programmation, on n'utilise que les noms informatiques. Uniquement les noms informatiques. C'est des choses qu'il faut avoir en tête. Donc ici, quand je choisis département VS1, ça veut dire que je dois afficher les départements qui sont dans la région du centre. C'est un peu ça. Donc, il faut avoir ces différents noms informatiques des différents départements à l'esprit. Donc, pour la région, vous allez voir que le nom informatique de la variable région, j'ai région ici, le nom informatique des régions, c'est ça, région. C'est ça qui est là. Donc, c'est ça que j'utilise pour faire la programmation. Donc, je vais revenir dans mon formulaire. Je reviens sur département, en cliquant uniquement sur département, procédure département. Je dis, avant d'entrer dans le champ, si région égale 1, c'est-à-dire que si pour cette question, si j'ai saisi région 1, alors il va m'afficher pour la question département, uniquement département VS1. Sinon, si la région c'est... Donc, si la région c'est 2, alors 7, il affiche département VS2. Else, bon, je vais coller ça un peu, on va voir. Else, if région, c'est 3. 7, value 7, $, 3. Pardon. Je vais revenir. Else if région. Si la programmation a un problème, il va nous afficher un message de 7, value 7, $, département. Ensuite, un if. Donc, je vais exécuter pour voir s'il y a des erreurs dans la programmation que j'ai faite. Donc, pour exécuter, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un petit bouton là qui s'appelle, quand je clique à côté là, vous allez voir, ça me met compiler ici. S'il y a des erreurs dans la programmation, il va m'afficher qu'il y a des erreurs. Alors, il me dit qu'il y a les den qui manquent. Vous voyez un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est ici, else if
Je vais mettre le DEN là. Le DEN aussi là. Et exécuter. Alors, il me dit que la compilation, donc quand vous compilez ici, quand la compilation marche, il vous dit compilation successful et il vous met l'heure à laquelle vous allez compiler. Donc, vous voyez que pour la région 1, il doit afficher seulement les départements de cette région. Région 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand on est à... Alors, ce qu'il faut aussi observer ici, c'est que quand on a fini la programme, quand on programme sur une variable, il y a le juste en bleu là qui s'affiche, qui est là. Donc, je vais passer à l'arrondissement. Ça sera la même chose. Avant d'entrer dans le champ arrondissement, je demande, et il faut toujours avoir la hiérarchie, cette hiérarchie à l'esprit. Donc, ici, arrondissement, je vais copier ça. Arrondissement VS1, ça correspond à quel département? Quel code de département? Arrondissement VS2 correspond à quel code de département? Donc, c'est ça qu'il faut. Il faut à chaque fois avoir ça à l'esprit. Donc, je reviens dans mon formulaire. Je clique sur arrondissement pré-propre. Je dis si if le département, ça doit être le nom informatique. Si le département c'est 11, oui, là il faut aller dans le fichier Excel pour se rassurer que la hiérarchie est bonne. Le premier département c'était 11. Donc, si le département c'est 11, tu affiches then set value set. Donc, le dollar, c'est pour faire référence à l'arrondissement. Donc, tu vas afficher les arrondissements de ce département-là. Else, if, département égal. Je pars dans mon fichier, regardez. Le prochain département, c'était 12. Donc, on a le département qui est collé 12. Then, 7, value 7. Tu affiches arrondissement 2. Else. Bon, je vais copier-coller. On ne peut pas refaire la même chose à chaque fois. Donc, alors, le second département est codé 12 et le département codé 12 correspondait à arrondissement VS2. Ensuite, 21. Ensuite, on avait le 21. Après le 12, c'est le 21. Ensuite, le 31. Et le 41. 3, 4, 5, 6. Donc, le département 11 correspond, les arrondissements VS1 sont dans le département codé 11. Arrondissement VS2, département 12, VS3, 21, VS4, 12. Non, ça, c'est pas 12. Je crois que ça s'est répété ici. Je crois qu'il faut supprimer ça.
On a combien de départements? On a 5 départements, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, autant de lignes correspond à autant de départements, puisqu'on affiche les arrondissements des départements. Et ici, on a 5 départements, donc c'est OK. Maintenant, les établissements. Les établissements sont dans les arrondissements. En fait, la même chose, pré-propre. If, je vais aller chercher le code pour l'arrondissement, je crois que c'était arrondissement, le nom informatique. Alors, je crois que c'était la même hiérarchie. Alors, si l'arrondissement, c'est 111, donc, 111, then 7, value 7, dollars, virgule, je vais aller chercher les codes des arrondissements. Donc, je cherche le oui. Tu as le micro. Je ne te suis pas bien. Ah, OK. Au niveau de... Oui, oui. Au niveau des arrondissements, oui. On a 4, 5. Merci beaucoup. Voilà. Bon, établissement. Donc, on a arrondissement VS1. Else if égale 7 dollars, virgule, arrondissement VS2, je vais copier la même chose. Ensuite, après l'arrondissement, c'est 121. Après 121, c'est... Après 121, c'est 122. Après 122, c'est 211. 211. Ensuite, 311. Et 411. 4. Voilà. Donc, il faut avoir l'esprit que autant de if là, autant de if, ça correspond à quoi dans les établissements? Les établissements sont dans les arrondissements. Donc, si j'ai, ici, nous avons 6 arrondissements. Donc, j'ai le premier là qui est 111, 121, 122, 211, 200, 311 et 411. Donc, pour chaque arrondissement, j'affiche son établissement. Donc, c'est un peu ça. Le numéro de l'enquêté. Donc, quand je finis la programmation, ça devient bleu avec le crochet là. Numéro enquêté. Il n'y a pas de problème à ce niveau. On a donné une fourchette. Ça, c'est pour ce qui est des variables identifiants. Maintenant, le nom de l'enquêteur, il n'y a pas de problème. Le jour de l'enquête. Alors, pour le jour de l'enquête,
J'ai dit, je ne sais pas, je vais regarder d'abord dans le dictionnaire ce que j'ai saisi pour le jour de l'enquête, si j'ai codé ça. Alors, le jour de l'enquête, j'ai dit que c'est entre 1 et 15, le mois de l'enquête, l'année de l'enquête. Donc, le jour de l'enquête n'a pas de problème. Je vais me placer sur le jour de l'enquête. Il n'y a pas de problème ici. Le mois de l'enquête. Bon, je vais en retirer la procédure qui est là. Bon, le mois de l'enquête, on peut supposer, par exemple, que l'enquête a lieu peut-être dans un mois seulement. Peut-être, disons, au mois de mai. C'est souvent possible. Alors, ce qu'on fait, c'est que quoi? On fait le pré-propre. On dit donc le mois, de l'enquête. Le mois de l'enquête, c'est, disons, 0,5. On fait point virgule. Ensuite, no input. En fait, on est en train de dire qu'il ne saisit pas. Qu'il ne saisit rien à ce niveau. Et on lui attribue une valeur. Donc, exécutons voix. Donc, alors, il dit compilation successful à 16h01. Là, on dit qu'avant d'entrer dans le champ, alors, il va donc saisir lui-même 0,5. Ensuite, on ne saisit rien, no input. L'année, on peut faire la même chose. On peut se dire que l'enquête, c'est en 2000. Bon, dans notre questionnaire, l'enquête a eu lieu en 2015. On dit donc que c'est 2015. Ensuite, no input. On exécute voix. Alors, l'exécution s'est bien passée. La compilation, pardon. Le nom du contrôleur n'a pas de problème. Le jour de contrôle n'a pas de problème. Le mois de contrôle, on peut faire la même chose. Même sur l'année de contrôle, on peut se dire qu'on contrôle au même moment qu'on est sur le terrain. Donc, je vais copier ceci. Donc, je vais copier ça sur le mois et sur l'année de contrôle. Ça sera 2015. Je vais compiler. Donc là, j'ai fini avec ces variables-ci. Les variables identification. Maintenant, je prends la section A. À chaque fois, il faut regarder ce qu'il y a dans le questionnaire. Le nom de votre établissement, on le saisit sans problème. Le type d'établissement, on saisit sans problème. Oui, oui. Monsieur, vous avez dit que si c'est qu'on a mal compilé, ça va dire qu'il y a erreur. Ça veut dire donc que dans la version de programmation que vous avez faite, c'est pas obligé de mettre un if. Dans la programmation que j'ai faite dans départ. Monsieur, dans quel endroit on met pas un if? Où ça? Ici, dans ce programme-ci. Ici. En principe, je dois fermer la boucle parce que c'est une boucle. En principe, je dois le faire. Donc, en principe, je dois fermer parce que c'est une boucle. Là, le premier if qui est en haut, ce sont les notions de programmation. Ensuite, je dois fermer le if que j'ai ouvert au départ. Oui, merci. Même si CS Pro a accepté la compilation, en principe, on doit fermer la boucle. Bon, quand je compile ici, il me dit qu'il y a erreur. Il me dit arrondissement VS6 n'a pas été déclaré. OK. Donc, on va aller regarder dans le dictionnaire si cette variable n'a pas effectivement été déclarée.
Arrondissement. Les arrondissements s'arrêtent à VS5. Oui. Donc, on va rentrer à arrondissement. OK. Non, attention. J'étais dans arrondissement. Ah non, non. On a fait une erreur ici. On est dans la variable établissement. Ce sont les établissements qu'on affiche ici. Ce sont les établissements qu'on affiche. À ce niveau-ci, ce sont les établissements qu'on doit afficher. Ce ne sont pas les arrondissements qu'on affiche. Ici, on est dans un arrondissement, on affiche l'établissement. Ici, c'est 6, 5, 4, 3 et 2. Voilà, je vais compiler, voir. OK, ça marche maintenant. Okay. Donc, c'est des choses que vous devez au fur et à mesure que vous travaillez. J'enregistre. Donc, j'étais au niveau de la section A. Donc, jusqu'au type d'instruction, il n'y avait pas de problème. Le sous-système d'instruction, il n'y a pas de problème. Le sexe aussi. L'âge également, il n'y a pas de sous là-bas, ni de programmation à faire. La religion. Ensuite, vous avez autre religion. Vous voyez qu'on ne peut saisir autre religion lorsque dans A8, on a choisi la modalité autre religion. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va regarder comment on a codé le A8 là. J'ouvre mon dictionnaire. Alors, le A8, votre religion, autre, c'est la modalité 6. Donc, ce qu'on va dire, c'est que quoi? Pour saisir autre religion, il faudra au préalable que A8, autre religion, soit égal à 6. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire que quoi? Je me place dans le champ autre religion. Je peux dire, par exemple, pré-propre, avant d'entrer dans le champ. C'est ça le rôle du pré-propre. Je dis, si A8, c'est le nom informatique, c'est 6. Then, qu'est-ce qu'on fait? Avant d'entrer dans le champ. Là, il va continuer la saisie. Mais ce que je veux faire, c'est que quoi? Je vais dire plutôt que si si A8 plutôt est différent de 6, n'est-ce pas? Si c'est différent de 6, qu'est-ce qu'on fait? On saute la variable autre religion. Vous comprenez un peu? Parce que si au niveau de A8, il ne saisit pas 6, ça veut dire qu'on doit sauter la question A8 autre religion. Vous comprenez un peu la nuance? Donc, moi, je vais mettre le différent. Chez moi, c'est souvent un peu difficile de mettre le différent. J'appelle souvent le clavier visuel. Donc, je vais me mettre dans le champ. Oui. Ah, c'est fermé. OK.
J'espère que j'ai enregistré. Voilà ce que je vous disais. Et si je n'ai pas enregistré, je vais reprendre tout. Donc, heureusement que j'ai enregistré au fur et à mesure. Donc, j'étais au niveau de A8 autres. Donc, je lance encore la programmation en cliquant sur Logique. Quand je suis sur le champ, je fais pré-propre. Dans ce champ-ci, je dis if A8. Si A8 est... Si A8 on est ne voit pas l'écran. Ah, OK. Je n'ai pas partagé mon écran. Une minute, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas lui. Je cherche là où il y a CS Pro. On partage l'écran. On va parler toutes les fenêtres. C'est pas comme ça que je partage. OK. Donc, je disais, si A8 est différent de 6, skip tout. Ça, c'est skip tout. Je lui demande de sauter la question A8 autres. Donc, je passe à A9. N if. J'exécute voix. Pardon, je compile. Donc, il me dit compilation successful. Donc, c'est un peu ça la logique ici. Donc, lorsque le A8 est différent de 6, on n'a pas besoin de saisir autre religion puisqu'il n'a pas dit qu'il est d'une autre religion. Donc, ça, c'est la logique ici. Alors, niveau d'instruction du père, sans problème. Niveau d'instruction de la mère, sans problème. Ensuite, la session B. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit votre questionnaire, comme j'ai dit. Session B, on a B1. Dans le B1, on a la modalité 12 qui est autre. Donc, je vais aussi traiter ce cas-là. Donc, je reviens dans mon masque. Donc, on est ici à B1.12. Alors, je dis avant d'entrer dans le champ pré-propre, je peux le programmer aussi d'une autre façon pour que vous voyez un peu la différence. Je me mets toujours sur ce champ-ci. Je vais enlever ce que j'ai fait ici. Je me mets à B1. Quelle est votre principale source de connaissance? Je me mets là. Mais là, la programmation sera différente. Je vais faire un post-proc. Par contre, quand je suis dans le B1, 12 autres là, je fais un pré-proc avant d'entrer dans le champ. Mais quand je suis à B1, je lui dis post-proc. Lorsque tu as quitté le champ, tu évalues $, c'est-à-dire que j'évalue la valeur de B1. Si B1 est différent de 12, Je n'oublie pas l'écran. Oui, mon écran est parti. Je vous reviens. Donc, j'étais au niveau de cette question-ci, on peut la gérer de deux façons. Soit vous faites le pré-proc dans le champ de la variable en question, soit vous faites le post-proc en quittant la variable précédente.
Je dis, quand j'ai quitté le B1, j'évalue le B1. Je dis, si B1 je dis, si B1 est différent de 12, j'ai oublié le si. Si B1 est différent de 12, alors, skip tout. Je passe à quoi? Je passe à B2. And if. Je compile voir. La compilation marche sans problème. Donc, vous voyez un peu la différence entre le post-proc et le pré-proc. Dans le post-proc, je suis en train de quitter le champ B1 et j'évalue le résultat de la question B1. Je lui dis, est-ce que B1 c'est 12? Est-ce que B1 est différent de 12? Si c'est 8, alors il passe à B2. Donc, il saute cette question de B1, 12 autres. Donc, une autre façon de programmer, comme je le disais, c'est se mettre sur ce champ-ci et de faire le pré-propre. Tu demandes donc, si B1 est différent de 12, tu fais le skip to. Donc, voilà un peu la différence. Ça dépend de la position d'où on se met pour faire la programmation. B2, je prends toujours mon questionnaire. On dit, croyez-vous, c'est une question fermée, oui, non. Ensuite, B3. On dit, on ne répond à B3 que sinon à B2. Si tu as dit non à B2, là, tu réponds à B3. C'est la même logique. Si vous avez dit non à B2, là, vous répondez à B3. Donc, vous pouvez choisir entre le post-proc en étant sur B2 ou le pré-proc. Ça dépend de vous. Donc, on va faire avec le post-proc. Alors, je suis dans le champ B2. Je demande si B2 égale 1, if, si c'est 1, skip tout, on saute B3, on passe à B4. Je compile et j'enregistre. Donc, puisqu'on ne répond à B3 que lorsqu'on a dit non à B2, je choisis ma logique. Je dis donc, si je dis que si le B2, si c'est 1, là, je saute B3 pour passer à B4. Maintenant, si c'est que à B2, il a choisi 12, il y a un cas qui ne sera pas géré. Est-ce qu'on est sûr que lorsqu'il va choisir, par exemple, 2 ici, la question de B3 autre 6 sera gérée? Donc, il faut aussi voir ça. Il faut aussi faire une programmation sur B3. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance qui est là. Ici, quand vous saisissez 1, il saute toutes les 2 variables-ci pour passer à B4. Supposons qu'il a saisi 2 à B2. Lorsqu'il saisit 2, il entre à B3, mais vous n'avez pas programmé pour B3, B3 autre. Donc, il faut toujours penser à programmer le B3 autre. Donc, je vais faire un pré-proc sur lui. Donc, je vais dire si, pas le $, quel est le nom informatique de B3 autre?
Je vais chercher. B3 autre. Donc, c'est B3-5. Alors, je reviens dans mon formulaire. Je reviens ici. Je dis, avant d'entrer dans le champ, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire ici, B3 est égal à, disons, est différent. Donc, il faut voir la logique. C'est fini. Je ne sais pas pourquoi quand j'ouvre le clavier visuel, là, ça me ferme l'écran. J'espère que j'ai enregistré. OK. J'ai été coupé là. J'étais au niveau de la procédure pour B3 autres. Alors, je disais pré-propre, if, si le B3, donc, si B3 est différent de 5, then skip tout. Là, on passe à B4. Donc, on est à B3 autre. Lorsque B3 est différent de 5, on passe à B4. Je compile, voir. Ça marche. Ensuite, on a B4. B4 est une question fermée. B5 est également fermée. B6. Donc, on est à B6. Il y a une modalité autre au niveau de B6, la modalité 10 autres réponses. Donc, on peut aussi se placer ici ou alors ici. Donc, ça va dépendre de vous. Je peux me placer ici. Je mets pré-propre. Ça, c'est post-propre, pardon. Je suis dans le champ. J'évalue le champ en cours. $. Alors, si B6 dans les 10, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute le if. Alors, le questionnaire est fini. Lorsque B6 est différent de 10, le questionnaire est fini. Ce qu'on fait, c'est quoi? Le N, soit on arrête le groupe, soit on arrête le level. N level. Ça, c'est la commande. Donc ici, on avait le level ici va arrêter le questionnaire. C'est-à-dire que le niveau d'enregistrement ici. Si on avait un autre level, ça devait passer au level suivant.
Donc, N, je compile, voir. Alors, la compilation marche. Même le N groupe peut marcher ici. Je compile. Vous voyez que le N groupe marche également. Le N groupe, on utilise le N groupe généralement dans les rejeteurs. Donc, dans les sessions qui ont plusieurs lignes, comme j'expliquais, on est dans un ménage, on a plusieurs, peut-être on prend l'historique des membres du ménage avec certaines caractéristiques, les mêmes caractéristiques pour chaque individu. Donc, là, on arrête le groupe pour le rejeteur. Donc, ici, en principe, on doit arrêter le level, puisqu'on n'est pas dans le cas d'un rejeteur. Mais le N groupe également permet d'arrêter le questionnaire parce que dans la section, si le max, c'est 1. Voilà, je vais enregistrer, compiler, et c'est OK. Donc, voilà. Je crois qu'on a fini avec la programmation, sauf si j'ai oublié quelque chose. Je crois qu'on a terminé. S'il y a des questions, je vais parler d'une autre chose après, avant de passer à l'exécution. Est-ce qu'il y a des questions sur les notions de pré-propre, de post-propre? C'est deux commandes, deux procédures qui sont très utilisées dans la programmation sur CS Pro. Le pré-propre et le post-propre. Donc, pré-propre, c'est avant d'entrer dans le champ. Le post-propre, c'est quand on a quitté le champ. Mais on n'est pas entré dans le champ, on n'est pas encore entré dans le champ suivant. Donc, c'est une question de position, en fait. Là où vous vous positionnez, vous évaluez le contenu d'une variable, soit la variable en cours, soit la variable précédente. Donc, c'est ça l'idée du pré-propre, du post-propre. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui? Il n'y a pas de champs pour utiliser une focus. Non, pas dans ce cas-ci. Pas dans ce cas-ci. C'est, en fait, le kill focus et le on focus, c'est des champs qui sont généralement très rares. C'est des procédures qui sont rares, mais il y a des cas où on peut se retrouver en train de les utiliser, mais c'est généralement dans les questionnaires complexes. Oui. Le on focus, puisque tu es déjà dans un champ, tu as commencé une saisie. Et peut-être tu lui demandes de corriger après avoir saisi un certain nombre de positions. Oui. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vois quelque chose dans la discussion là. OK, c'est corrigé, Olivier. D'accord. Bon, OK. Comme il n'y a pas de questions, on va exécuter avec le run qui est là. Bon, avant ça, je vais effacer tout ce qui est donné, puisque j'ai créé un fichier de données tout à l'heure. Donc, je vais exécuter à partir du run qui est là, la petite icône qui est là. Run. Alors, quand je clique compile, ça me met qu'il y a une erreur dans la compilation. Donc, c'est au niveau de la procédure du A8. Donc, je vais me mettre au niveau de la procédure du A8 pour voir l'erreur qui est là. Donc, autre religion. Je crois qu'on n'avait pas fini cette programmation sur le A8. Donc, on va corriger ça. Autre religion, c'est 6. Donc, on est là. Si A8 est différent de 6,
c'est différent de 6. La connexion n'a pas de problème. C'est pas la connexion. C'est le... Donc, je vais revenir. Donc, je reviens sur le A8 puisqu'il y a des problèmes de code à ce niveau-là. Dans le A8, alors, si le A8 est différent de 6, then skip to A9. And if. Donc, on va compiler, voir si ça fonctionne. Ensuite, donc, on peut run ici. Il me demande d'enregistrer les changements. Je dis oui. Alors, quand je compile, donc, il me demande le dictionnaire, le fichier, pardon, le fichier de données. Je n'ai pas encore créé un fichier. J'ai supprimé l'ancien. Alors, je partage l'écran qui s'affiche. Donc, dans cet écran-ci, il me demande le chemin dans lequel il me demande le chemin ainsi que le nom de mon fichier dictionnaire. Donc, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler data, dans lequel je vais nommer mon fichier de données santé jeune également. Je fais enregistrer. Alors, quand je fais enregistrer, donc ça c'est le chemin avec le fichier que je viens de créer, santé jeune, je fais OK. Alors, il me demande un opérateur, il me demande l'opérateur de saisie. Ici, je n'ai pas programmé l'opérateur, donc vous saisissez n'importe quoi, il va vous donner accès à la plateforme de saisie. Donc, quand je fais OK, donc là maintenant, j'ai la région. Si je sélectionne 1, par exemple, il passe. Je sélectionne 12, il passe. Mais sauf que ici, je ne vois pas les différentes modalités. Je voulais d'abord vous montrer ça avant d'aller faire la programmation. Comment on fait pour que CS Pro nous montre les différentes modalités. Donc, je vais fermer. Alors, ce que je vais faire, c'est... Je ne sais pas si mon écran est... OK. Donc, ce que je vais faire, c'est... Je vais revenir, voilà, dans le formulaire, notre formulaire. Donc, à partir de cette touche-ci, je reviens sur le formulaire. Je vais sélectionner tous les champs de saisie et je vais faire un clic droit là-dessus. Ensuite, je fais Field Property. Vous avez les data capture type ici. Ici, vous avez data capture type. Ici, vous mettez le text box. Alors, nous, on va choisir ce qu'on appelle le drop-down. Et je vais faire OK. Vous allez voir la différence tout à l'heure. Là, on est dans la section A. Je vais faire la même chose ici. Je vais changer le text box en drop-down. Je prends ceci également. Je change text box en drop-down. Et la DS section, je change également drop-down. Je fais enregistrer.
Donc, j'enregistre et j'exécute. Ça me demande, ça me renvoie au même fichier de données. Je fais OK. Donc, là maintenant, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Quand je veux saisir la région, il m'affiche les différentes modalités de la région. Là, si je saisis 2 pour l'Est, il m'affiche uniquement le département, qui est 21 dirhams. Le 2, est-ce que le 2, c'est l'Est? Le 2, c'est l'Adamawa plutôt. Donc, il m'affiche le département dirham. Alors, quand je suis dans le dirham, l'arrondissement, c'est Tibati. Vous devez vérifier que ça respecte la hiérarchie. Donc, quand je pars dans mon fichier Excel, je vois que le dirham correspond bien à l'arrondissement Tibati. Alors, quand je saisis Tibati, 211, il m'affiche l'établissement. Est-ce que c'est effectivement cet établissement qui est là-bas? Vous vérifiez. Alors, c'est cet établissement-là que j'ai à ce niveau-là. Donc, vous saisissez 211. Numéro enquêté. Nous, on a dit qu'on prend entre 1 et je crois que c'était 10 ou 15. Je prends 2. Alors, quand j'ai choisi 2, je passe au nom de l'enquêteur. Vous pouvez saisir n'importe quoi là. C'est sur 15 positions. C'est plein. Le jour de l'enquête, par exemple, disons que c'est le 4. OK. Dès que j'ai saisi le 4, vous avez vu ce qui s'est passé? Je n'ai ni saisi le mois de l'enquête, ni l'année de l'enquête. Il était saisi automatiquement. Parce que quand on faisait la configuration, on s'est dit que l'enquête a lieu en mai. Donc, j'ai fait pour ce champ-là, $ égale 0,5. No input. Donc, on ne saisit pas. Pour l'année de l'enquête également, j'ai fait la même chose. C'est 2015 dans le questionnaire. J'ai aussi fait no input. Donc, le nom du contrôleur, je peux donner un nom. Le mois de contrôle. Excusez-moi. Oui. Si dans le cas où l'enquête a lieu sur 2 mois, donc on fait pas, on programme pas, on saisit manuellement. Si par exemple mai et juin. C'est ça. Oui. D'accord. Ça peut se faire sur, disons que du 3e mois au 5e mois, par exemple. Vous faites from 3 to 5, comme on a vu dans les value set là. Voilà. Donc, pour le jour de contrôle, disons que le contrôle se fait le 5, le jour d'après, le 5. Vous voyez que quand j'ai saisi le 5, on est directement passé à la page suivante. Parce que le mois de contrôle et l'année sont saisis de façon automatique. Donc, on passe à la feuille suivante, le nom de l'établissement. Bon. Je saisis n'importe quoi. Le type d'établissement, vous avez les modalités qui sont là. 2, disons anglophone. 3, 1. L'âge, mettons 21 ans, vous allez voir qu'il y aura l'erreur. Il dit hors valeur valide, puisque nous on a dit que c'est de 15 à 19 ans. Donc, là, on va faire, disons 15. Là, il prend. Pour le vote religion, je vais saisir 6 pour voir ce qui se passe. Quand je saisis 6, vous voyez que je pars à autre religion. Je reviens sur le champ votre religion. Je vais saisir 1. Vous voyez que quand il saisit 1, il saute directement, il passe à A9. Ça, c'est la programmation qu'on a faite. Donc, je vais prendre 4. Ensuite, le niveau d'instruction de la mère, disons 4 également. Voilà. Ensuite, on passe dans la section B. Vous avez B1 qui est là. Vous avez la question avec les différentes modalités. Bon, il a pris tout l'écran. Donc,
disons, on va saisir 12 pour autre. Quand je saisis 12, vous voyez qu'on se retrouve dans le champ autre qui est là. On revient. Saisissons un voix. Ce qui va se passer. Donc, quand je saisis 1, je tape entrée. Vous voyez qu'il a sauté la question. Il est passé directement à B2. Donc, quand je saisis 2, il passe à B3. Revenons, il y avait une programmation parce qu'on avait dit on entre dans B3, sinon à B2. Je vais revenir. Je vais cliquer 1. Vous voyez que quand je clique 1, il saute B3 et B3 autres de façon automatique. Ça, c'est clair parce qu'on peut saisir B3 autres. Donc, je vais revenir. Je vais saisir 2. Alors, B3, je vais choisir 5 autres. Vous voyez que quand je choisis 5 autres, le champ continue à autres. Donc, ça, c'est les éléments de programmation qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Vous testez vous-même votre masque en prenant plusieurs scénarios pour voir si le masque fonctionne très bien. C'est aussi l'objet des prétextes et des enquêtes pilotes pour évaluer un peu la qualité du masque que vous avez conçu. Donc, quand je prends 5, là, je peux saisir autre. Ensuite, je passe à B4. Je choisis 2. Je choisis 1. Ensuite, à B6. On a dit tout à l'heure que lorsque B6 est différent de 10, ça, on end le level. C'est-à-dire qu'on arrête avec le questionnaire. Il va nous demander si on enregistre. Si on choisit 10, il nous demande de saisir quelque chose à B6 autre. Mais regardez ce qui va se passer si je prends un autre champ qui est différent de 10. Disons, prenons 1 et on fait entrer. Vous voyez, il me demande, voulez-vous enregistrer ce questionnaire? Il a sauté de façon automatique B6 autre. Donc, je fais 8. Alors, quand je fais 8, vous avez le questionnaire qui est là. Ici, le numéro 6, c'est l'identifiant unique du questionnaire. Le code qui est ici, c'est l'identifiant unique du questionnaire. À partir de la région, département. Donc, en fait, c'est la fusion de tous ces 5 variables. Ce qui est là. On a choisi région UE2. Ensuite, le département, c'était 21. Ensuite, on est allé sur 211. Après 211, on a saisi 2111. Après, on a saisi le numéro d'enquête 2. Et notre 0 file qu'on a choisi, le yes là, alors il a complété le 0. Il a complété le 0. Puisque nous, on a saisi 2. Ça permet d'avoir une bonne visibilité sur l'identifiant unique. Alors, si on n'avait pas mis le 0 file à ce niveau, au niveau de l'identifiant unique, on aurait eu un vide ici. On aurait eu un vide. Quand vous ouvrez les masques des enquêtes EDS souvent, vous voyez souvent certains identifiants avec les vides. Parce qu'eux, ils ne font pas le 0 file yes. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous testez votre masque, vous vous rassurez qu'il fonctionne très bien. Vous prenez les différents scénarios. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je reviendrai juste sur ce qu'on appelle l'occurrence au début. Oui. C'est quoi qu'il faut mettre dedans? Ah, OK. Je vais revenir. Je vais fermer.
j'ouvre le dictionnaire. Voilà. Ici, je prends l'exemple de la partie du record identifiant. Donc, ici, on a les occurrences. Alors, l'occurrence renvoie à quoi? Ça renvoie généralement au nombre de fois qu'on saisit ce champ. Généralement, c'est une fois d'occurrence. Une fois sur le champ région saisi une fois. On ne répète pas la saisie. C'est à ça qu'on voit l'occurrence. Ça veut dire que, en fait, l'occurrence, ce sera toujours 1, quelle que soit l'enquête qu'on fait. Ce ne sera pas possible d'avoir 2 dans cet item. Bon, c'est vrai que je n'ai pas encore eu affaire à un cas où l'occurrence c'est 2 ou plus. Mais c'est en fait, c'est un peu comme si on faisait une double saisie en fait. Et les doubles saisies, généralement, c'est pour auditer la qualité des données. C'est-à-dire que vous avez fait une première saisie, vous faites une seconde saisie, vous comparez les résultats. Mais dans la pratique, ce qui se fait, c'est que quand l'enquêteur fait son passage, disons, dans un ménage, le contrôleur, généralement, prend un échantillon de ménage où il repasse, il sélectionne des variables par hasard ou les questions. Il repart dans le ménage administré les mêmes questions. Après, on fait une comparaison. Mais en général, dans les enquêtes, l'occurrence, c'est... OK. Merci. Bon, tout à l'heure, j'ai saisi un questionnaire. Je vais aller afficher en fait, le questionnaire que j'ai saisi. Avant d'afficher, je vais vous montrer certains utilitaires. À côté des applications qu'on a présentées dès le départ, Data Entry Application, Data Dictionary, Bat Edit Application, Form Specification, on a d'autres utilitaires dans CSPro. Donc, à partir de n'importe quelle application dans CSPro, vous pouvez avoir les utilitaires. Ici, vous avez le Data Viewer. C'est cette utilité qui nous permet d'afficher disons, la base de données, mais sous le format CSPro. Ensuite, vous avez le Text Viewer. On a utilisé le Text Viewer tout à l'heure. En fait, c'est une application qui se crée de façon automatique. Par exemple, quand on a imprimé le dictionnaire, le format d'affichage, c'était sur le Text Viewer. Ensuite, je vais juste présenter ceux qui sont les plus utilisés. Nous avons le Diplo Application qu'on va utiliser demain. C'est pour déployer notre application, notre masque sur Dropbox. Ensuite, vous avez ceci, Tabulation Frequency, qui est aussi utilisé pour faire le tri à plat des variables. Donc, descriptif sur la variable, sur les différentes variables de votre masque. Et ça permet aussi d'évaluer en quelque sorte la qualité des données. Le Sort Data permet de trier les données. Le Export Data, on va le voir à la fin, ça permet d'exporter notre base de données CSPro sur d'autres formats, tels que R, Stata, SPSS et bien d'autres logiciels. Donc, vous avez aussi Compare Data, comme je disais tout à l'heure. Dans l'approche traditionnelle, généralement, ce qu'on faisait aussi pour faire l'audit de la qualité des données, c'était les doubles saisies. C'est-à-dire, vous avez un premier agent qui saisit vos données
vous redonnez le même questionnaire à un second agent qui fait la saisie. Ensuite, vous faites la fusion et vous comparez les données. Donc, avec Compare Data, on le faisait. Ensuite, vous avez donné Data qui permet de fusionner les données. Donc, ici, on a aussi un outil qui est très important ici, le Paradata Viewer. C'est cette utilité qui est venue à partir de la version 7.5. C'est très important pour l'audit de la qualité des données parce que le Paradata permet de faire quoi? Quand vous collectez les données, disons, en version numérique, à partir des clés, le Paradata permet de faire en fait un listing de tous les paramètres de la tablette. Chaque questionnaire, il peut vous donner la date de début du questionnaire et la fin du questionnaire. C'est un outil qui est... Donc, vous avez aussi les Paradata Concatenator qui permet de fusionner les différentes données sur les différentes tablettes. Donc, vous avez Excel sur CS Pro. Ça, c'est beaucoup plus utilisé avec les lookup tables. On n'a pas parlé, on ne doit pas parler de lookup table ici. C'est un peu CS Pro avancé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la programmation qu'on a fait sur les différents niveaux hiérarchiques, région, département, arrondissement, établissement, ça peut se faire à partir d'un log table. On exporte le fichier, un fichier qui est bien préparé à partir d'Excel dans CS Pro. Vous avez le PFF Editor, qui est un fichier qui est généré avec l'application Data Entry Application. Ça, il permet également un fichier qui est très important lorsqu'on veut envoyer les données sur les tablettes. On va voir ça au mois de demain lorsqu'on va synchroniser les données et déployer l'application de site. Donc, voilà un peu quelques utilités qui sont très importantes, beaucoup utilisées dans CS Pro. Donc, comme je disais, je vais ouvrir le Data Viewer. C'est comment? Ibrahim. C'est les deux qui font les deux qui. Ça, c'est le Data Viewer. Donc, dans le Data Viewer, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, File. Je clique là, il me demande d'ouvrir. Je vais aller ouvrir un fichier, mon fichier de données de tout à l'heure. Donc, je vais là. Voici mon fichier. Je fais ouvrir. Alors, quand j'ouvre, il y a un cas. On a saisi un cas tout à l'heure, un questionnaire. Voici son identifié là. Est là. Si je clique là-dessus, il m'a fait les variables que j'ai saisies tout à l'heure. Donc, quand on fait, je sélectionne un questionnaire. Le questionnaire, on identifie un questionnaire de façon unique. Et les numéros qui sont là, c'est unique. Je vous ai montré comment ça se construit à partir des variables identifiantes. On joue tous les différents champs des variables identifiantes pour avoir le numéro que vous voyez ici. Donc, notre formulaire, un formulaire identifiant et un autre formulaire d'identification A et B. Ici, vous pouvez voir dans les différentes réponses. Région, département, arrondissement. Vous voyez le nom de l'enquêteur, la date de l'enquête,
Bon, j'ai été coupé. Je reviens. Donc, j'étais en train de vous présenter le président. Et donc, je vous ai dit, quand on saisit un questionnaire, alors vous avez l'identifiant qui est là, qui est unique. Et je vous ai montré comment ce chiffre-ci, ce nombre-ci se constitue. Ensuite, j'étais au niveau de la date de l'enquête. Souvenez-vous que la date de l'enquête, nous ne l'avons pas saisie. Ce qu'on a saisi, c'était le jour de l'enquête, le mois de l'enquête et l'année de l'enquête. Donc, vous voyez qu'automatiquement, quand je saisis le jour, le mois et l'année, il me reforme la date de l'enquête seule ici, de façon automatique. Parce que les sous-variables constituent la variable. Donc, vous avez le nom du contrôleur, la date de contrôle. La même chose là, le nom de l'établissement. Donc, vous avez pour chaque formulaire, donc, alors le questionnaire est affiché par formulaire. Donc, vous avez ici le premier formulaire qui est là, qui était identifiant. Le deuxième formulaire qui est identification personnel enquête. Vous avez le troisième qui est session A et le quatrième qui est session B. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça qui est là. Vous pouvez observer les différents résultats, les différentes modalités que vous avez remplies. Donc, pour tous les questionnaires, vous aurez, si vous avez 10 000 questionnaires remplis, vous aurez 10 000 lignes ici, à ce niveau-ci. Vous aurez 10 000 lignes. Donc, c'est un peu ça, le fichier de données dans CSPO. C'est ça ici. Donc, ici, nous, on a un seul cas. J'ai une question. Oui. Au niveau de la date, oui. La date de l'enquête, nous avions précisé 8 positions. Oui. Oui, ici, je vois 4, 0, 5, 2015. C'est cette position. Oui, oui, je comprends très bien ce que vous avez dit. Pourquoi? Ça veut tout simplement dire qu'au niveau de date de l'enquête, pardon, le jour de l'enquête, oui, et le mois de l'enquête. Je ne sais pas si j'ai saisi 0 faille yes. Donc, on va aller vérifier. Donc, je vais aller à ce niveau-là. Je vais partager mon écran pour voir ce qui se passe. En principe, ça devait remplir sur 8 positions. Si j'ai fait le yes à ce niveau-là. Donc, jour de l'enquête, mois de l'enquête et l'année de l'enquête. Ensuite, vous avez le jour de contrôle. Partout là-bas, c'est yes. Bon, mais ici, il n'a pas rempli avec les... Il n'a pas ajouté les zéros. Et dans notre cas, il n'a pas ajouté les zéros. Je vais repartager mon écran. En principe, il devait ajouter les zéros. Oui, je ne sais pas si dans cette vue de données-ci, il n'affiche pas. Je vais essayer quelque chose. Hein. Je vais exporter juste ce fichier-ci pour voir si dans... Parce que regarde un peu ce qui se passe. Avec le mois de contrôle, vous voyez qu'il y a le 0,5. Avec le mois de l'enquête également, vous voyez qu'il y a le 0,5. C'est le jour de l'enquête qui ne met pas le 0 avant. Oui. En principe, il devait compléter. Donc, parce que quand j'observe le dictionnaire là, effectivement, nous avons mis yes partout. Effectivement, nous avons mis yes. Parce que ici, le jour de l'enquête, c'est yes. Et le jour de contrôle, il y a aussi le yes. Mais il n'a pas complété. En principe, il devrait compléter. En principe. Bon, l'exportation, on va le faire plus tard. On va voir ça. On va comprendre ça. Mais c'était un peu ça. En fait, la première partie.
Disons que quand on est à ce niveau-ci, c'est qu'avec notre masque qu'on a conçu, on est là prêt à saisir des données sur une machine. Parce que moi, je viens de saisir mes données sur la machine. Mais n'oublions pas que l'objectif de cette formation, c'est d'aller vers la collecte digitalisée. Je vous ai dit tout à l'heure que pour faire le digitalisé, on fait un peu comme si on concevait pour le papier. Maintenant, demain, on va voir comment développer la partie CAPI, documenter notre programme de saisie, donner les instructions et ensuite, on va voir comment je ne sais pas si vous avez installé CS Entry dans vos téléphones. Il y a une petite application là, je vais vous montrer comment on le fait avec le téléphone. Je vais connecter mon téléphone à mon ordinateur, je vais vous montrer pas à pas. Après cela, on va déployer notre application sur Dropbox. On synchronise d'abord, après on déploie. Quand on a fini de saisir les données sur la tablette, on récupère les données. Vous pouvez décider pour une enquête qui se fait sur une semaine, par exemple. Vous décidez de télécharger les données tous les soirs, par exemple, à 20 h et vous auditez la qualité. Par exemple, vous pouvez le faire et vous faites le feedback le lendemain aux agents enquêteurs ou le même soir. Ça dépend de vous. Ça dépend du plan de collecte de données que vous avez adopté. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est que quoi? Vous pouvez créer un fichier de données par date. Vous dites le premier, par exemple, tu télécharges. Le 2, tu télécharges. Le 3, tu télécharges. Tu audites au fur et à mesure. De façon à ce que quoi? Quand les enquêteurs sortent du terrain, tu es sûr que les biais, les problèmes de qualité des données ont été minimisés au maximum. Donc, on va un peu voir cette partie-là demain, comment on saisit les données sur la tablette, comment on les récupère, comment on exporte sur d'autres formats, comme je disais tantôt. Donc, c'est vraiment la partie la plus essentielle. Donc, mais cette partie-ci, on ne pouvait pas passer à la seconde partie sans faire cette partie-ci. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui? Oui, j'allais juste dire si vous pouvez, en fait, je n'ai pas bien suivi, si vous pouvez juste remontrer un peu l'accès, enfin, le chemin pour enregistrer les données, pour pouvoir exporter les données, quoi. Vite fait, je n'ai pas bien suivi. OK. Pour le moment, je n'ai pas encore exporté les données. Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est nous avons saisi des données. Alors, quand on saisit les données, comment retrouver les données? Alors, oui. Et je vous ai présenté les différentes utilités qu'on utilise. À partir de demain, on va les voir. Je vais un peu essayer de parcourir la plupart de ces utilités, en tout cas ceux les plus importants. Demain, alors j'ai utilisé un premier utilité aujourd'hui, c'est le Data Viewer. C'est lui qui permet d'afficher les données. C'est-à-dire, vous avez questionnaire par questionnaire, vous le parcourez pour voir les différentes modalités. Donc, je ne sais pas, je peux reprendre cette partie-là au niveau du Data Viewer. Alors, quand on est là, disons qu'on est dans notre masque qui est là, ou non, ça c'est, on est au niveau du dictionnaire. Je vais appeler le masque. Donc, je vous ai dit, on peut aller du dictionnaire au masque. Alors, vous cliquez sur Forme pour appeler le dictionnaire, le masque, vous double-cliquez sur n'importe quel champ là. Alors, là, on est dans le masque. Je vais un peu exécuter. Bon, là, tout à l'heure, on a vu comment l'exécution se passe, mais ce que vous vouliez, c'est le Data Viewer. J'ouvre le Data Viewer à partir d'ici, dans les tools. Alors, quand je suis là, au niveau de File ici, Fichier,
je clique là. Ensuite, je vais dans Open. Quand je clique sur Open, ça me demande de chercher mon fichier de données. Là, je suis directement dans le fichier de données, dans le dossier de données parce que j'étais là tout à l'heure. Je clique dessus. Alors, quand vous ouvrez ce fichier de données, il vous donne le nombre d'enregistrements ou alors le nombre de questionnaires qui sont remplis. Vous avez ici, vous avez Case 1. Donc, c'est ça qui est là. Donc, si vous avez saisi, j'ai dit tout à l'heure, si vous avez saisi même 10 000 questionnaires, les 10 000 questionnaires seront alignés ici, à la gauche ici. Quand vous cliquez sur un questionnaire, il vous affiche la vue de données. Là, vous avez les 4 sessions qu'on avait, en fait, les 4 formulaires. Le premier qui est identifiant, le second identifiant personnel enquête, section A, section B. Là, vous pouvez parcourir pour voir les différentes réponses. Donc, vous avez ici à l'intérieur, vous avez les différentes réponses. Monsieur, vérifiez le écran. Il paraît que ça ne bouge pas. Mon écran ne bouge pas. Non, j'aimerais dire le curseur, le souris, voilà. C'est bon. C'est bon maintenant. Voilà. Oui. Donc, je disais, les questionnaires ici, avec leur numéro identifiant, et ici à droite, vous avez la vue des données. Donc, vous pouvez voir les différentes modalités qui ont été saisies pour ce questionnaire, pour différentes variables ou sous-variables. Donc, ils sont là. Vous pouvez basculer là pour voir. Vous pouvez parcourir pour autant de questionnaires. C'est le moyen, c'est l'utilitaire de CS Pro qui permet d'avoir une vue des données. C'est le Data Viewer. On va revenir sur d'autres utilitaires demain. Donc, voilà. Un autre utilitaire, si vous le souhaitez, parce qu'on va arrêter avec la séance d'aujourd'hui. Quand je suis dans le dictionnaire, si je vais dans Tools, vous avez le Tabulation Frequency qui est là. Quand je clique dessus, ça me demande Open Dictionary or Data File. Je vais aller dans le bon fichier là, le bon chemin, formation 3. Je cherche le fichier de données qui est là. Ensuite, je vais sélectionner toutes les sessions. On va revenir sur ça demain. Je vais compiler. Alors, quand je compile, je vais vous montrer mon écran. Je ne sais pas si vous le voyez. Mon écran. Tabulation Frequency qui est là. Alors, qu'est-ce que mon Tabulation Frequency présente? Je vous ai dit, il vous présente toutes les variables de votre dictionnaire avec les statistiques descriptives qui sont là. Donc, vous avez l'effectif et le pourcentage. Donc, il vous met tout est là. Donc, toutes les variables, vous tabulez. Donc, vous pouvez avoir déjà à partir de là une idée, voilà, des différentes statistiques de votre variable. Donc, c'est ça un peu le rôle de Tabulation Frequency. Donc, ce sont des utilitaires, on reviendra dessus demain. Oui, on reviendra dessus demain. Après avoir fait la partie CAPI. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions.